Président, et merci évidemment aux organisateurs de me permettre de m'exprimer sur Michel Foucault, surtout ici, dans mes bases. L'histoire est la première et la mère de toutes les sciences de l'homme, écrit Foucault dans Les mots et les choses. Il n'est pas le premier d'ailleurs, ni le seul à avancer cette opinion. Pourtant, tout en niant toujours être historien, toutes les sciences de l'homme, les sciences humaines, c'est ironique aussi quand on pense la méfiance, la grande méfiance qu'il exprime parfois envers, en tout cas les sciences humaines dans leur forme prise depuis le 19e siècle, et a fortiori quand on pense à la méfiance qu'il entretient vis-à-vis de la science du droit, hein, on parle même d'anti-juridisme souvent, bon je ne reviens pas sur cette question qu'on a déjà évoquée. En tout cas, l'histoire, le droit, c'est peut-être tout ça une première explication, un constat que je semble pouvoir faire. Alors non sans peine, finalement, je regrette peut-être de m'être lancé dans cette étude sociologique que je ne suis pas du tout compétent pour mener. Mon idée était que Michel Foucault n'a pas connu une réception massive dans la communauté des historiens du droit, dans notre section 3, notre petite mais fière section 3. Bon, c'est une enquête que j'aurais, encore une fois, j'y consacré trop de temps, j'y consacre peut-être trop de temps en vous en parlant, mais bon, comme j'ai quand même une demi-heure, je le fais quand même, mais qui est évidemment délicate, et puis c'est pas du tout représentatif, puisque je ne l'avais pas repéré au moment de préparer, mais j'ai donc un collègue historien du droit, un autre a parlé tout à l'heure, un autre doit présider une séance, et à Orléans particulièrement, avec Corinne Leveleux qui citait dès son mémoire Michel Foucault, et puis avec un cycle de colloques qui a été organisé ici et qui était placé à l'aune de Michel Foucault, gouverné et administré. Bon, on n'est pas du tout représentatif à Orléans, et puis j'ajouterais peut-être qu'il y a aussi à Nanterre, mais anthropologie juridique étant la spécialisation des historiens du droit là-bas oblige. Bon, finalement, on ne peut pas dire que Michel Foucault est ignoré des historiens du droit. Bon, reste que quand même, toutes les bibliographies de l'agrégation, tous les grands manuels de référence, enfin en tout cas ceux qu'on met dans les mains des premières années, et même l'ouvrage récent, enfin plus si récent, mais qui a 3-4 ans maintenant, sur Nouvelle tendance, nouveau territoire de la discipline, hein, où une espèce de grand-messe où on a essayé de, par thème, voir un peu les historiens du droit dans tous les domaines du progrès récent. Dans toutes ces références, Foucault apparaît peu ou pas. Bon, alors évidemment, isolément, les historiens du droit sont intéressés à la sexualité, comme je pense à Jacques Poumared ou Marcel Morabito, ont forcément un peu utilisé ses écrits, ou aussi les rares qui sont intéressés à l'histoire de la santé, de la folie, forcément se positionnent, ou en tout cas ont lu et citent Foucault, mais c'est moins net chez, plus généralement, les pénalistes, les historiens du droit pénal. J'y reviendrai un tout petit peu plus loin. Et puis, pour être complet, il faut aussi évidemment exclure un certain nombre d'histoires du droit, mais que, sans leur faire injure aucunement, au contraire peut-être un peu hors norme, sont, en tout cas dans leur approche de la matière, et aussi peut-être dans leur carrière, ont vraiment beaucoup exploité la pensée, les concepts de Michel Foucault. Je pense à Jacques Ellul, à Pierre Legendre, à Marcella Yacoub, à Norbert Rouland, évidemment. Et puis aussi, on pourrait citer quelques étrangers, Robert Jacob ou Eva Cantarella, par exemple. Bon. En tout cas, pour revenir à la section 3, j'allais dire plus classique, et pour aussi avoir jeté un œil dans les bibliographies, jamais complètes parce que pléthoriques sur tout ce qui a été écrit sur Foucault, il n'y a quasiment aucun travaux consacré, monographie consacrée à Foucault écrit par un historien du droit, sauf exception quand même. Évidemment, il faut citer encore le grand romaniste Yann Thomas, qui s'en réclame vraiment. Et puis, alors j'ai découvert avant-hier quand même un petit article d'un certain Guillaume Bernard, mais qui se positionne vraiment ouvertement contre la plupart des idées de Foucault. Bon. En tout cas, pour ce qui nous occupe, j'y viens, ce qui m'occupe plus précisément, l'histoire du droit médiéval. La moisson est encore plus faible, même dans le domaine du droit pénal.
ce qui n'est pas forcément une anomalie aussi, hein, puisque c'est pas le Moyen-Âge, la période que Michel Foucault a majoritairement étudiée, à l'inverse même de l'époque grecque ou de l'époque moderne. Mais la différence est quand même flagrante quand on compare avec la réception qu'a Foucault chez les historiens des facs de lettres. Hein, on était de l'autre côté du lac tout à l'heure. Alors évidemment, et quoi qu'en dise Dominique tout à l'heure, en tout cas pour les historiens du Moyen-Âge, je constate que vraiment Foucault est vraiment très utilisé. Alors Paul Venn n'est pas un médiéviste, mais bon, et parmi d'autres, il le cite quand même comme référence incontournable. Donc je pourrais citer quand même Michel Senelard, évidemment, Claude Gauvard, Jacques Dallarin, plus récemment Julien Théry, Bruno Lemel, Isabelle Mathieu. Bon, c'est quand même beaucoup plus fréquent. Patrick Boucheron, je l'entendais récemment sur France Culture, et je vais rattraper quand même un peu le sujet de notre colloque, ne vous inquiétez pas, expliquait qu'on ne peut pas faire de l'histoire de la même façon depuis Michel Foucault. Qu'avant lui, il s'agissait surtout de savoir ce qui s'est passé, d'élaborer la vérité des faits, et que désormais il s'agit de problématiser, de déceler des discours, les vérités de chaque époque, et qui sont toutes relatives. Et Paul Venn, dans son ouvrage, de son côté, explique dans la même idée que ce que Foucault appelle généalogie ou archéologie, je ne prends pas le temps de définir évidemment, c'est tout simplement ce qu'on devrait appeler histoire. Voilà, selon lui, il n'importe pas de chercher à déceler les origines de quelque chose, car cela revient à essayer de retrouver ce qui était déjà là. Donc, c'est peut-être ce côté un peu passage obligé, qui est une des raisons majeures du rejet, avec les guillemets que je peux mettre, chez certains historiens du droit, par une sorte d'esprit de contradiction, hein, pour avoir quand même discuté avec quelques collègues, outre le fait que, comme tout bon juriste, hein, nous sommes tout à fait hostiles à ce que quiconque n'a pas été sur les bancs de la fac de droit nous explique des notions juridiques, c'est a fortiori vrai en matière d'histoire de la part de quelqu'un qui en plus n'est pas historien. Bon, sur le fond, en ce qu'il entend souvent aller au-delà du droit formel pour trouver des normes dans l'organisation de la société et du pouvoir, cela revient un peu à nier la spécificité classique, en tout cas, de l'histoire du droit et des institutions. Bon, et puis, pour encore un peu tempérer aussi l'ardeur des turiféraires, et en amont, par respect pour les grands anciens parmi les historiens du droit, et en dépit de tout le respect de que j'ai pour Patrick Boucheron, que je citais tout à l'heure, certains avaient pensé, avant Michel Foucault, étaient capables, avant ses œuvres, de décrypter ce qui sous-tendait un discours, d'analyser l'histoire sans évolutionnisme, sans théologie. Et en aval, c'est intéressant aussi, beaucoup d'historiens jeunes, d'historiens du droit, travaillent dans ce sens et ont cette méthodologie donc moderne que Boucheron défend, et à juste titre, hein, évidemment, sans aucunement faire appel à Foucault, sans même le citer. Donc c'est là aussi la difficulté et l'impossibilité de faire une sociologie. Bon, en tout état de cause, vous me permettrez une petite conclusion à cette longue introduction sur ce sujet. J'ai l'impression que l'utilisation des concepts de Foucault, il attachait beaucoup d'importance, vous savez, à cette création d'une boîte à outils. C'est en ça qu'il serait très content sans doute de nous entendre. Les concepts de Foucault, leur connaissance et leur utilisation me semblent être une norme chez les historiens, et pas du tout chez les historiens du droit. Donc voilà, bon, et encore évidemment, loin de moi est l'idée de jeter l'opprobre sur cet état de fait, hein, qui, d'ailleurs, à la décharge des chercheurs, se justifie. Et d'ailleurs, Michel Foucault a été beaucoup critiqué sur ce point par l'éparpillement des travaux historiques de Foucault, leur bouillonnement aussi, hein, c'est ce qui fait aussi son génie, peut-être, dirons-nous, et puis les contradictions et les possibilités d'interprétation tout à fait différentes, et souvent d'ailleurs évolutives. Bon, c'est ce sur quoi je vais me focaliser dans la suite de mon propos. Bon, moi, quant à moi, donc, j'avais sommairement utilisé, hein, dans ma thèse les notions de pastorat et de gouvernementalité, vraiment de manière tout à fait superficielle. Et donc je suis très heureux de m'y replonger, et aussi grâce à un ouvrage paru plus récemment finalement,
qui, au-delà des ouvrages que vous devinez, hein, tout à fait classiques sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour ma réflexion, c'est celui paru, me semble-t-il, en 2015, Théorie et institutions pénales, qui m'a conduit et m'a permis d'approfondir ce que Foucault peut apporter à l'analyse du droit public médiéval. Donc il ne s'agit pas du tout de faire l'exégèse de la pensée de Foucault, ni non plus d'analyser contre lui, mais bien avec lui, sans d'ailleurs être très à cheval sur les questions chronologiques. En m'emparant donc de cette fameuse boîte à outils conceptuelle, hein, pour étudier l'état de justice à la fin du Moyen-Âge. Donc dans un premier temps, je vais voir comment le pouvoir est beaucoup repensé par Foucault, assez brièvement parce que la question est vraiment assez classique déjà, et comment il réfléchit aussi sur les théories de l'État. Et puis dans un second temps, de manière plus peut-être personnelle, je vais développer ce qui me semble être un peu un angle mort, en tout cas dans les ambiguïtés de sa pensée sur la justice et la souveraineté. D'ailleurs, bon, comme mon collègue, sans doute pour la version écrite de ce papier, mon titre sera amené à évoluer d'ailleurs. Bon, donc appliqué, bon, vous le disiez, pour mon champ de compétences, surtout donc au XIIIe siècle, et même presque plus précisément, pour l'essentiel au règne de Louis IX, Saint-Louis. Donc, première partie, l'archéologie du pouvoir foucaldien, un peu ironiquement. Il développe, Michel Foucault, dans toute son œuvre, une pensée critique envers l'État, en tant que tel, mais aussi envers toutes les théories de l'État, qui, là aussi, entre parenthèses encore, est un positionnement qui est délicat pour les historiens du droit, qui, à la même époque, faisait un vaste projet de genèse de l'État moderne, donc forcément. Mais voilà, les travaux innombrables sur la question sont du coup plutôt le fait de philosophes et de politistes. Toujours est-il que donc Foucault dénonce des constantes statocentristes ou téléostatistes, utiliser des termes un peu compliqués mais assez compréhensibles, hein, c'est-à-dire qu'il est sans doute l'un des premiers à avancer l'idée selon laquelle l'expérience d'ailleurs très occidentale et donc non universelle de la construction de l'État n'était pas inéluctable, qu'elle ne fut pas linéaire et qu'elle ne fut pas non plus uniforme. Et donc aucune théorie de l'État ne trouve grâce aux yeux de Foucault finalement. Il rejette la philosophie contractualiste, estimant que, d'ailleurs un peu à l'instar des droits de l'homme, ça revient à réifier ce qu'il appelle des postulats contingents, mais il refuse tout autant la pensée marxiste, dont il dénonce, je cite, la précédence des seules déterminations économiques ou des structures sociales, niant que le pouvoir puisse être l'apanage exclusif d'une classe sociale par un mécanisme univoque de domination. Donc Foucault avance même que le pouvoir ne peut être réduit à l'État, mais est constitué au contraire par une construction relationnelle, et même un grand nombre de réseaux, et non dans une dimension purement verticale. Donc dans cet ordre d'idées, Foucault est très sceptique face au légicentrisme, ce qui ne fait pas de lui un jus naturaliste pour autant, encore une fois un penseur hors norme, hein, mais c'est d'ailleurs ce qu'il oppose aux théories du contrat social. Selon lui, le pouvoir ne peut se confondre avec, je cite, l'instauration d'un ordre pacifiant de la loi, mais il est au contraire une guerre perpétuelle. En somme, le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce. Il n'est pas tant statutaire, légal que dynamique. Donc je ne reviens pas, alors surtout ici, sur l'analyse, ça me gagne du temps, présentée par Isaac Dore,
je ne sais pas comment ça se prononce, sur la force normative du pouvoir étatique chez Michel Foucault. C'était un article présenté dans l'ouvrage La force normative de Catherine Thibierge, que je vois plus. Donc je reprends tout à fait ses conclusions et je vous y renvoie, mais il décrivait très justement donc la force normative du pouvoir étatique et le pouvoir conçu comme Foucault comme action sur l'action des autres. C'est-à-dire la relation dans laquelle l'un veut diriger la conduite de l'autre, ce qui est donc une démarche normative en soi. Je passe donc à une autre analyse d'un thème foucaldien tout à fait majeur, la subjectivation. Et là, c'est l'analyse du professeur Zarka que je prends à mon compte aussi, qui fait une distinction entre le sujet éthique et le sujet de droit. Et assez classiquement, on considère que dans ces dernières années, Foucault évolue sur cette question, sur le souci de soi. Zarka reproche à Foucault d'avoir occulté le sujet de droit, d'avoir pensé que justement le sujet de droit était impensable en dehors de l'État. Encore une fois, vu dans des logiques autant just naturalistes que positivistes. Donc là aussi, la question du sujet et de l'État est tout à fait intéressante. En tout cas, cette relation de sujet à sujet, ça nous mène à un dernier thème, le pastorat, un dernier thème classique, qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, cet exercice théologico-politique d'un pouvoir englobant et non surplombant, et qui se caractérise par cette attention constante du berger à l'égard de toutes et chacune de ses brebis. C'est le fameux omnes et singulatim. Selon Foucault, il s'agit d'une, je cite, combinaison complexe de techniques d'individuation et de procédures totalisatrices, car la relation, en effet, est étroite et réciproque. Le berger, la brebis compte sur le berger, lequel la protège en même temps qu'il la guide. Donc, revoir ça plus loin. Voyons justement dans ma deuxième partie par quels moyens ce pouvoir donc, normatif, déjà en soi, ainsi conçu, peut exercer sa forme de normalisation. Et voyons surtout, alors pourtant qu'il l'étudie beaucoup, qu'à mon avis, Foucault ne prend pas toute la mesure de la place de la justice. En tout cas pour l'époque qui m'intéresse. Donc, généalogie de la souveraineté judiciaire, Foucault face à la justice, c'est ce que je voudrais voir dans ma deuxième partie. Combien de temps me reste-t-il? Oui, ça va, je suis dans les temps. Merci. Alors, tout d'abord, pour comprendre les mécanismes de pouvoir et de droit au Moyen-Âge, à mon avis, Foucault lui-même est victime de deux biais qui, de manière tout à fait ironique, relèvent de l'anachronisme, de la téléologie qu'il critique lui-même et qui sont encore tout à fait, à mon avis, communément admis. Tout d'abord, en dépit pourtant de ces critiques, et dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'encontre de Marx, Foucault écrit abondamment que l'État, en tout cas au moins dans son évolution moderne, est une superstructure de domination appuyée sur la loi, mécanisme de pouvoir, et en général que les systèmes du droit et de justice sont un véhicule, je cite, de techniques polymorphes d'assujettissement. Bon, c'est retombé tout à fait dans le statocentrisme positiviste, et oublié, comme le note alors justement Guillaume Bernard, le fait que les modernes concevaient le pouvoir souverain comme législateur, ce ne signifie pas qu'il était ainsi. Et Foucault assimile un peu vite les pouvoirs royaux et révolutionnaires. Donc pour être clair, c'est pas parce que Jean Bodin a dit que la première prérogative de puissance publique est la loi, que tout d'un coup, c'est devenu la loi. Je pense que Sylvain Soleil, par exemple, a montré dans un très bon article que jusqu'à la Révolution, la justice est au premier plan. Il est étonnant que Foucault, justement, n'ait pas davantage perçu combien la justice reste cette valeur centrale pendant tout le Moyen-Âge.
Pourtant, comme le note Antoine Garapon, je cite, ces textes d'une rare puissance qui ne figurent pas curieusement parmi les plus connus ont mis au jour l'archéologie du procès, où la raison, la subjectivation et l'affirmation d'un pouvoir se combinent d'une manière propre à chaque culture. Foucault connaissait très bien tous les mécanismes de la justice. Et, bon, je suis peut-être le seul à être étonné de ça, mais je ne comprends pas qu'il n'ait pas tiré plus de conséquences de toutes ces études nombreuses, et en effet peut-être pas très connues, sur la justice. Bon, tout à fait lié, le second biais que j'observe, c'est, et là, quand on rentre sur la question de la justice, c'est la survalorisation démesurée de la pénalité, de la justice criminelle, qui occulte presque totalement, à mon avis, le reste de l'activité juridictionnelle royale. À mon avis, c'est un tort classique et actuel encore, hein, tout à fait, n'en déplaise pas, pardon, aux pénalistes de l'assistance, mais qui donne, à mon avis, une image tout à fait en trompe-l'œil. Benoît Garneau, je crois, peut faire tout un manuel qui s'appelle « Histoire de la justice », sans aucunement, à aucun moment, mentionner que c'est un manuel d'histoire de justice pénale. C'est-à-dire qu'il appelle son livre « Histoire de la justice », sur, je sais plus, 3-4-5 siècles, et il ne parle que de droit pénal et de droit criminel. Ça me semble tout à fait aberrant, ça me semble tout à fait inconcevable. Parce que, certes, évidemment c'est symboliquement extrêmement important, et certes, dès le Moyen-Âge, la justice est corrélée à la paix, tant dans les discours, et c'est un collègue, Vincent Martin, qui a beaucoup étudié la question, que dans l'activité concrète de la justice, hein, qui vise classiquement à limiter la violence et les vengeances privées, évidemment. Mais les kilomètres de linéaire de la jurisprudence du Parlement de Paris est plus proche de nous, si je ne m'abuse, et je pars sous contrôle de gens qui connaissent mieux que moi, mais le volume de la chambre criminelle de la Cour de cassation représente une part infime par rapport non seulement la chambre sociale, je pense surtout, et tous les autres. Alors évidemment, c'est les séries télé peut-être, je ne sais pas, mais aujourd'hui, pour caricaturer, quand vous dites justice au commun des mortels, et même, je pense, dans les facs de droit, on pense prison, on pense peine. Quand on disait, à mon avis, justice à quelqu'un du XIIIe siècle, il pensait, alors il pensait sans doute Dieu, il pensait sans doute roi, mais il pensait paix, il pensait accord, il pensait, je pense, alors peut-être que ça change évidemment avec l'époque moderne, et c'est d'ailleurs évidemment ce que Foucault suggère tout à fait. Mais je pense vraiment que donc c'est un biais qui est vraiment problématique. Et en tout cas, bon, pour avoir donné statistiques ça vaut ce que ça vaut, mais pour le règne que j'ai étudié, pour une trentaine d'années, la fin du règne de Saint-Louis en plein milieu du XIIIe siècle, et le corpus qu'on appelle des Olim, que vous connaissez peut-être, c'est vraiment les premiers registres des arrêts de la cour du roi, j'ai pu établir qu'il n'y a même pas 10% des affaires qui portent sur du droit pénal, sur des affaires criminelles, et que donc le gros de tout ce qui préoccupe les gens et le roi, alors c'est des affaires fiscales, hein, c'est des affaires possessoires, c'est des affaires matrimoniales, c'est des querelles de voisinage, c'est des querelles de compétences, c'est des affaires qui ne mettent en jeu absolument ni la violence, ni symbolique, ni pratique. Donc c'est bon. Alors pourtant, pour revenir à Foucault, alors je ne reviens pas sur du coup tout ce qu'il écrit, mais il insiste aussi d'ailleurs sur la justice fiscale. Hein. Il pense vraiment, il écrit dans cet ouvrage que c'est vraiment à la fois le pénal et le fiscal qui caractérisent la naissance du Parlement. Je pense qu'il n'a pas mis le nez dans les Olim, mais bon, c'est pas, on peut très bien vivre sans. Bon, toujours est-il qu'il est pourtant, et c'est là que j'y reviens, tout à fait clairvoyant sur la nature de la dimension judiciaire du pouvoir royal. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de formules et d'analyses de Foucault qui sont assez lumineuses sur la question. Il écrit « Juger, ce n'est pas tellement exercer un pouvoir constitué que prendre un risque. C'est jusqu'à un certain point entrer dans un litige.
Il dit « Rendre la justice n'est pas un droit, c'est une obligation, un risque. On s'expose en rendant la justice. » Donc ça, c'est tout à fait intéressant quand il explique que le pouvoir n'est pas tout entier du côté du justicier et le devoir du côté du justiciable, mais que le justiciable a le pouvoir de se constituer en juge, etc. Donc c'est en effet, et sans qu'il fasse cette liste-là, tout à fait en lien avec le serment du sacre, évidemment, la main de justice, toute la rhétorique du ministerium regis, du ministère du roi, hein, qui est développé par les Carolingiens, toute cette dette, ce poids qui pèse sur le roi, et même le droit romain réinterprété par Thomas d'Aquin, hein, sum quique tribuere, rendre à chacun le sien. La justice, c'est rendre à chacun le sien. Alors c'est distribuer, et saint Thomas d'Aquin dit plutôt rendre. Bon, tout concourt en tout cas à présenter la justice comme une dette, hein, qui pèse sur donc ce seigneur berger. Et d'ailleurs, Portalis, hein, longtemps après, reprendra une fameuse formule, hein, que la justice est la dette du souverain. Hein. Donc c'est pas farfelu comme analyse. Et de plus, le roi doit être exemplaire devant Dieu et son peuple. Hein. Foucault écrit d'un côté, les faiblesses des brebis font le mérite et assurent le salut du pasteur. Inversement, les fautes et les faiblesses du pasteur sont un élément dans l'édification des brebis et dans le mouvement du processus par lequel il les guide lui-même vers le salut, mais à condition qu'il s'en repente explicitement, qu'il s'en humilie. Donc ça, c'est aussi dans son analyse sur le pastorat. Foucault ne pense pas alors aux vastes enquêtes de 1247, sans doute certainement pas, qu'au 19e, quand on les a ditées, on appelait enquêtes administratives, et qui ont été très bien étudiées par ma collègue Marie Dejoux dans un ouvrage récent. Qu'est-ce que c'est ces enquêtes de 1247, juste avant de partir en croisade? Saint-Louis envoie dans tout le royaume. C'est vraiment un exemple assez unique, à mon avis, d'un pouvoir qui donne le bâton pour se faire battre. Il envoie dans tout le royaume des agents pour vraiment inciter l'ensemble de la population à présenter leurs griefs, tous les abus dont ils ont pu être victimes, non pas seulement par les agents du roi, mais aussi par tous ses prédécesseurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on remonte jusqu'à Louis VIII, les dommages de guerre, à l'époque de la campagne, de Normandie et tout ça. Donc ils sont sans doute un peu dépassés par le succès. C'est des milliers et des milliers de plaintes. Et alors malheureusement, on n'a pas toutes les archives, mais donc on ne sait pas si tout a été dédommagé, parce que ça a dû coûter fort cher. Un moment en plus où il fallait plein d'argent pour partir à la croisade. Enfin, toujours est-il qu'il fait ça pour, il explique, alléger sa conscience. Le roi et Marie Dejoux a par ailleurs magistralement montré que le roi y trouve son intérêt, évidemment, hein, mais que, en tout cas, ça développe ce qu'un autre historien a appelé la consommation de justice, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'acculturation et que par la suite, le justiciable va se presser dans les tribunaux royaux par cette habitude qui lui a été donnée d'aller se plaindre de tous les abus, et puis surtout, s'il peut se plaindre des abus du roi, évidemment, les gens vont encore plus aisément aller se plaindre des abus de leurs petits seigneurs qui sont d'autant plus injustifiables. Bon, bref, j'avance assez vite. Foucault écrit de manière assez, vraiment tout à fait dans cette idée-là. Le justiciable court après le tribunal court après le justiciable. C'est vraiment cette idée de consommation de justice et cette idée, et je vous renvoie à ma thèse, donc que le recours aussi contribue à construire le Parlement. Et c'est vraiment, bon, je voulais citer Senelard sur l'éthique royale et sur la demande d'État, mais je passe assez vite. Mais c'est vraiment aussi tout l'environnement mental du XIIIe siècle, évidemment très religieux, hein, qui est perçu par Foucault quand il décrit la confession auriculaire imposée par le concile de Latran, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'on est obligé annuellement d'aller se confier au curé. C'est l'apparition du curé, hein, cura animorum, celui qui s'occupe de l'âme. C'est plus généralement évidemment l'aveu dans la procédure judiciaire, hein, c'est l'inquisitoire, mais avant la légende noire de l'Inquisition, hein, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est l'enquête rationnelle qui remplace l'ordalie. Donc c'est, je choque parfois mes collègues en disant, mais c'est finalement
le côté libéral de la justice à cette époque-là. C'est-à-dire que celui qui se débrouille le mieux peut vraiment faire valoir ses droits en justice avec des degrés d'appel infinis, et évidemment aussi avec des privilèges. Attribuer à chacun ce qui lui est dû, ça ouvre aussi la porte à la punition, évidemment, mais ça aussi à des distinctions de catégories sociales. Donc tout ça va dans le sens d'une subjectivation, mais qui peut aussi évidemment être assujettissement, car le pouvoir royal grandit à mesure que ces tribunaux sont donc choisis par les justiciables. Donc, et dans ce sens, Foucault écrit « L'homme occidental a appris pendant des millénaires ce que jamais aucun grec sans doute n'aurait accepté, à se considérer comme une brebis parmi les brebis. » Donc il y a le bon côté, évidemment, le mauvais côté des choses. Bon, pour conclure, j'ai montré dans ma thèse que le mot en français souverain, souveraineté, apparaît dans les années 1250-1260 dans les styles de jurisprudence, et chez Beaumanoir par exemple, et qu'il exclusivement désigne justement la supériorité judiciaire, c'est-à-dire dans le cadre de l'appel notamment, d'une cour sur une autre, évidemment par excellence de la cour du roi et donc de ce qu'on va appeler Parlement de Paris. Donc le pouvoir de relation de sujet à sujet trouve là une nouvelle expression vouée à un très grand succès. Je pense que, à mon avis, le mot, là aussi, crée la notion. Je suis toujours très mal à l'aise maintenant quand j'entends parler de souveraineté pour désigner le droit romain, etc. Évidemment, donc, le sens originel sera totalement détourné. Et je vous parlais de ce biais, notamment par Jean Bodin, et puis on en a parlé par Montesquieu. La justice n'est que la bouche de la loi. Bon, à l'époque, pourtant, il n'y a pas de loi générale. Le droit coutumier est largement insaisissable, incomplet. Donc la jurisprudence royale, c'est le producteur majeur, à la fois des milliers de jugements, entre particuliers et ce que j'ai pas dit, mais entre la royauté et ses sujets, parce qu'on peut saisir, comme les enquêtes, on peut saisir le roi contre les agents et contre le roi lui-même. Donc c'est un ensemble de normes et de procédures au nom d'une norme suprême, la justice. Et c'est ça qui est évidemment, dans sa aussi dimension religieuse, c'est que la justice est à la fois une valeur et une institution pour la réaliser, donc, et donc pour la normer en quelque sorte. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois une fin et un moyen, alors que la loi n'est jamais qu'un moyen. Donc voilà, pour conclure, pardon, j'ai dû dépasser. Le schéma de Foucault proposait chronologiquement l'existence d'un dépassement de la souveraineté. Alors, vous aurez compris que je n'utilise pas du tout souveraineté au sens où il l'utilise, par la discipline plus normalisante. Et il écrit, il considère que nous sommes entrés dans une phase de régression du juridique. Donc peut-être que la période actuelle, en dépit, ou à cause d'ailleurs de la fameuse inflation législative, le monde moderne voit un retour d'une normativité plus liquide, d'une densification normative, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, l'importance du numérique, le souci de transparence, le retour du religieux auquel on assiste, et puis ce qu'on redoute et qu'on critique souvent comme tel, le gouvernement des juges, avec toujours ce même désir de la norme. C'est aussi peut-être finalement aujourd'hui un retour au Moyen-Âge auquel on assiste, en ce sens, mais avec quelle fin aujourd'hui, c'est peut-être le problème, alors que même si on ne peut pas exagérer le côté unitaire de la justice comme valeur unique du Moyen-Âge, mais aujourd'hui, quelle fin? Les droits de l'homme, l'individualisme, le consumérisme, l'écologisme. Alors Foucault et Paul Venn en convient étaient allergiques au isme, y compris à l'humanisme. Alors peut-être le droit potentiel, justement. Écoutez, je vous remercie. Désolé d'avoir dépassé le temps.